C'était une froide soirée d'hiver. Une vieille femme, une valise usée à la main, se tenait silencieusement sur le pas de la porte de la maison de son fils, mais on la repoussa. « Mère, s'il te plaît, comprends-nous » supplia-t-elle d'une voix hésitante. Mais la voix de la belle-mère était ferme et inflexible. « La maison est trop pleine. » Son fils baissa la tête en silence, incapable ou peu disposé à parler. La vieille femme ne dit rien. Sans un mot, elle se retourna et disparut dans l'obscurité. Ce que personne ne savait, c'est que cette femme avait discrètement épargné toute sa fortune des années auparavant, consacrant sa vie entière à cet enfant. Pourtant, elle était désormais traitée comme un fardeau, abandonnée sur le pas de la porte qu'elle avait tant rêvé d'appeler son foyer. Ce soir-là, l'esprit d'une mère se brisa, même si son passé commença à lui murmurer quelque chose. La porte se referma doucement sans claquement, sans cri, seulement la faible sensation d'un fil invisible qui se cassait. Madame Claire resta figée devant l'appartement 122, serrant fermement sa vieille sacoche en tissu. À l'intérieur, elle ne portait que quelques vêtements, un foulard et une vieille photo qu'elle chérissait depuis son enfance. Aucun bruit de pas ne résonna dans l'appartement. La voix de son fils Julien murmurait doucement, les yeux baissés. « Mère Sophie est enceinte. Elle a besoin de repos, et la maison est pleine. Il serait préférable que vous retourniez au village quelques jours. » Madame Claire ne répondit pas. Au lieu de prononcer les mots coincés dans sa gorge, elle s'en tenait au silence. Un silence pesant et écrasant emplissait son cœur. L'enfant qu'elle avait autrefois emmailloté et surveillé pendant d'innombrables nuits blanches n'avait plus de place pour elle, ni chez lui ni dans sa vie. Chaque pas qu'elle faisait dans le couloir lui semblait pesant, traînant sur l'épais tapis. Avant de monter dans l'ascenseur, elle s'arrêta pour un dernier regard en arrière. La porte restait close, étouffant la vie qui continuait à l'intérieur. Mais seuls des souvenirs s'estompaient la maintenaient. Durant les 3 heures de trajet en bus jusqu'à chez elle, elle resta silencieuse, la tête appuyée contre la vitre froide tandis que les reflets des lampadaires dansaient sur la route sombre. L'hiver était arrivé tôt à Annecy cette année-là. Du bout des doigts tremblants, elle traça son nom sur la vitre embuée. Les lettres semblaient claires, pourtant aucune larme ne coulait, elle ne pleurait plus. Certaines blessures ne sont pas pleurées, mais supportées en silence. Lorsque le bus atteignit la petite place du village niché au pied de la montagne, l'obscurité était tombée et de délicats flocons de neige commencèrent à recouvrir le sol comme un doux voile. Le village était resté inchangé malgré le temps. Les sentiers de pierre familiers, le parfum des bougeonnies, les modestes maisons de plain-pied, tout était resté pareil. La maison de Madame Claire se trouvait un peu plus loin, cachée à l'ombre d'un noyer centenaire. Le toit de la petite bâtisse était usé, les tuiles noircies par les années de mauvais temps et de négligence. Elle ouvrit la porte et respira profondément. Son premier geste fut d'allumer le poêle. Le crépitement du feu rompit le silence pesant qui régnait dans la maison. Elle s'installa ensuite dans un vieux fauteuil en noyer du salon, posant délicatement son sac par terre. De l'intérieur, elle sortit une petite photo de Johnny. Elle représentait 3 personnes, la jeune Claire souriant sous un foulard de soie, aux côtés de son mari réservé, Monsieur Bernard, le regard lointain, et dans ses bras, un tout petit bébé. En vérité, Julien n'était pas son fils biologique. Elle le savait, mais son cœur avait fait un choix des années auparavant. Le jour où elle trouva le nourrisson grelottant sur la place de la mosquée, elle se murmura, « Tu t'appelleras Julien. Tu grandiras avec moi. » Elle n'avait jamais recherché les véritables parents de l'enfant et n'en avait jamais ressenti le besoin. En l'élevant, elle n'avait jamais distingué son passé ni ses origines. Elle lui apprit à lire et à écrire, couvrant soigneusement ses cahiers dès l'école primaire. Au lycée, elle lui offrit son premier téléphone, un modèle à touche à l'ancienne. Fièrement, elle disait au vendeur du marché, « Mon fils est en train de devenir un homme. » Ce fils était devenu architecte, marié à la capitale, vivant dans un immeuble moderne et menant une vie où sa mère n'avait plus sa place. Assise près du feu, le visage de Madame Claire brillait faiblement dans la lumière vacillante, teinté d'une tristesse discrète. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Il était minuit, l'heure où le monde s'endort, où les consciences s'apaisent et où le silence s'épaissit. À cet instant, l'horloge de la cuisine sonna, évoquant de vieux souvenirs. C'était un cadeau de feu Monsieur Bernard. Ils avaient autrefois possédé une grande usine textile à Paris. Madame Claire avait expédié des tissus à travers le pays dans les années 1980. Mais un soir tragique, un incendie emporta Bernard. La cause ne fut jamais complètement élucidée.
Madame Claire abandonna alors tout pour s'installer dans le petit village d'Ancy. Elle abandonna atelier, placement, compte bancaire, tout sauf une petite boîte enveloppée dans une chemise remplie de documents que lui avait confié l'avocat de Bernard. Cette boîte était restée dans un coffre en noyer, dans la chambre, intacte pendant 20 ans. Ce soir-là, assise près du feu, une prémonition troublante s'installa. Comme si la boîte refusait de rester silencieuse plus longtemps, comme si la vérité qu'elle contenait était enfin prête à émerger. Se levant, Madame Claire ouvrit le coffre et souleva la boîte avec précaution, la débarrassant de décennies de poussière. À l'intérieur se trouvaient des documents, des actes de propriété, des actions et une enveloppe remplie de vieux manuscrits. Sur l'enveloppe était inscrite une phrase obsédante, « Ces documents ne doivent être ouverts qu'en cas de nécessité. Le jour venu, toi seul te souviendras de qui tu es. » Madame Claire leva la tête et se regarda dans le miroir. Les rides de son visage, ses paupières fatiguées et ses mains crevassées se reflétaient dans son regard, mais au fond de ses yeux, une étincelle se ralluma, le feu qui ne s'était jamais vraiment éteint. Les premiers rayons pâles du matin filetaient lentement sur les toits du village, filtrant par la fenêtre de la petite maison. L'air froid persistait. Le givre grisâtre commençait à fondre sur les fourrures des fenêtres, et les murs de pierre de la cuisine libéraient peu à peu l'humidité qu'ils avaient absorbée pendant la nuit. Pourtant, à l'intérieur, le silence persistait, tel un poids persistant de la nuit. Assise au bord de son lit, Madame Claire tenait les documents qu'elle avait récupérés. Chaque page était un témoin silencieux de son passé, documents officiels signés par Monsieur Bernard, contrats commerciaux, actes de propriété et relevés bancaires. Tout était impeccable, méticuleusement conservé. D'une main tremblante, elle ouvrit une enveloppe jaunie. Le papier fragile contenait une lettre de Monsieur Bernard, écrite des mois avant sa mort. Les mots étaient encore clairs, « Je vous laisse ceci au cas où il vous arriverait quelque chose. Une fortune n'est un honneur que si elle est conservée dans le cœur. Mais l'illusion de l'argent peut parfois étouffer l'amour même. Si un jour notre fils ne te comprend pas, pardonne-lui, mais ne t'oublie jamais. Tu n'es pas seulement ma femme, tu es le sommet d'une montagne qui porte ton nom. Tout dépend de toi, l'entreprise, les biens, les comptes en banque, tout. Mais si vous gardez le silence, personne ne le saura. Même si vous oubliez qui vous êtes, n'oubliez jamais vos droits. Gardez ces documents à portée de main. » Madame Claire ferma les yeux, ressentant une douce douleur au plus profond de sa poitrine à chaque mot. La voix de Monsieur Bernard résonnait dans sa tête. Il l'avait toujours qualifiée de femme de la montagne forte, silencieuse, inébranlable. Ce jour-là, Madame Claire parcourait le village comme à son habitude. Elle alla au marché, acheta quelques bottes d'épinards et de la tarhana, et distribua des simis aux enfants du quartier. En apparence, elle jouait le rôle de la femme bienveillante que tout le monde connaissait. Mais intérieurement, quelque chose avait changé. Les documents qu'elle avait découverts cette nuit-là avaient réveillé en elle une force silencieuse. Elle n'était plus seulement une mère. Elle avait été femme d'affaires, et si elle le voulait, elle pouvait reprendre son pouvoir. Cet après-midi-là, elle composa un ancien numéro de son carnet d'adresses. Après 4 sonneries, une voix familière répondit « Bonjour, Sam Selick à l'appareil. » Madame Claire prit une grande inspiration en entendant la voix. « Monsieur Laurent, ici Claire Monclair, l'épouse de Monsieur Bernard. » Le silence se fit. À l'autre bout du fil, la voix resta silencieuse quelques secondes, puis répondit d'un ton à la fois troublé et respectueux. « Madame Claire, cela fait des années que je n'ai plus de vos nouvelles. Tout le monde pensait que vous étiez partie à l'étranger. Je ne suis pas allée nulle part. Je suis restée silencieuse. Mais aujourd'hui, il est temps de parler de certaines choses. À votre commandement, je ferai tout ce qu'il faut. » Une semaine plus tard, Madame Claire était assise près de la fenêtre du bus reliant Ancy à Lyon. Elle portait un manteau vert foncé, simple et élégant. Sa tête était recouverte d'un foulard en laine grise. À la main, toujours le même sac en tissu. Mais cette fois, il ne portait pas le poids du passé, mais plutôt la préparation de l'avenir. À son arrivée à la gare routière de Lyon, personne ne l'attendait. Avant de monter dans un taxi, elle sortit de sa poche une adresse écrite sur un papier. À cette adresse, s'il vous plaît. Le taxi s'arrêta dans un quartier de la périphérie. Elle descendit l'escalier devant un immeuble ancien mais bien entretenu. C'était un petit appartement loué près du bureau de Maître Laurent. 2 pièces, un salon, une rue calme, un logement modeste mais bien rangé. La première chose que Claire fit en entrant fut d'aller à la cuisine préparer du thé. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale.
14h30. C'était l'heure prévue pour l'arrivée de Maître Laurent. Une demi-heure plus tard, on frappa à la porte. Maître Laurent entra, vêtu d'un costume gris, une mallette à la main. Le temps avait marqué son visage, mais son regard restait perçant. « Vous revoir est une immense surprise et un honneur », a-t-il déclaré. Madame Claire déposa le thé sur la table. « Je voudrais mettre de l'ordre dans certaines choses, Maître Laurent. Les démarches, les comptes de la Fondation, les anciens dossiers de la société. Tout est-il toujours en activité, Maître Laurent ?» Il sortit quelques dossiers de sa mallette. « Ses lunettes et ses consultations me manquent. »« Oui, tout est toujours enregistré à votre nom. Claire Tissu-Quévois ne peut effectuer aucune transaction sans votre autorisation. De plus, les fonds de la Fondation ont pris de la valeur en devises étrangères. Aujourd'hui, cela équivaut à environ 90 millions de livres. » Claire Madame baissa la tête. Son regard se perdit lentement au loin par la fenêtre. L'argent n'avait jamais été une fin en soi pour elle, mais pour la première fois, elle sentait que cette somme représentait un droit tacite. « Je veux officialiser les documents que j'ai en main, récupérer des biens immobiliers à mon nom et peut-être établir un nouvel endroit, dit-elle doucement. Sans détourner le regard, Maître Laurent répondit, « Nous ferons tout ce que vous voudrez, Claire Madame. Mieux vaut tard que jamais pour que justice soit faite. » À cet instant, Claire Madame esquissa un léger sourire. Mais ce sourire n'exprimait ni triomphe ni vengeance. Il exprimait seulement la légèreté d'une femme libérée du poids du passé. Mais à Lyon, personne ne savait encore ce qui se passait. Ni Julien ni Sophie ne connaissaient la vérité. Ils la considéraient encore comme une simple villageoise. Pourtant, quelques jours plus tard, le nom de Madame Claire réapparaîtrait, mais sous un autre visage. Son nouveau nom, Monsieur Trenet. Version réécrite avec plus de détails et de profondeur émotionnelle. Cet après-midi-là, Madame Claire sortit un vieux numéro effacé de son carnet d'adresses et le composa d'une main hésitante. Le téléphone sonna 4 fois avant qu'une voix familière ne réponde avec une assurance calme. « Bonjour, Sam Selick à l'appareil. » Entendre cette voix laissa échapper un mélange d'espoir et d'appréhension. Prenant une profonde inspiration, elle dit doucement, « Monsieur Laurent, voici Claire Monclerc, se présentant comme l'épouse de Monsieur Bernard. » Un silence s'étendit sur la ligne, chargé de souvenirs, avant que sa voix ne revienne, chargé de surprise et de respect. « Madame Claire, cela fait des années que personne ne nous a contactés. Nous pensions tous que vous aviez quitté le pays. »« Je ne suis jamais partie, murmura-t-elle, la voix lourde d'une douleur inexprimée. Je suis simplement restée silencieuse. Mais maintenant, le temps est venu d'affronter le passé et de dire la vérité. Je suis prêt à faire tout ce que tu me demandes, répondit-il résolument. Une semaine plus tard, Madame Claire était assise tranquillement près de la fenêtre du bus reliant Annecy à Lyon. Enveloppée dans un manteau vert foncé qui reflétait sa force discrète, son écharpe de laine grise l'enveloppait comme un bouclier protecteur. Dans sa main reposait un sac en tissu usé autrefois réceptacle des fardeaux passés, porteur désormais du fragile espoir d'un nouveau départ. À son arrivée à la gare routière animée de Lyon, aucun visage accueillant ne l'attendait. D'un souffle, elle sortit un papier de sa poche et tendit l'adresse au chauffeur de taxi qui l'attendait. La voiture serpenta jusqu'à un quartier modeste en périphérie de la ville. Descendant devant un immeuble délabré mais bien entretenu, elle trouva le petit appartement qu'elle avait loué près du bureau de Maître Laurent. C'était simple, 2 pièces, une rue calme, une oasis de tranquillité modeste. La première chose qu'elle fit fut de préparer une théière, les mains fermes mais le cœur battant. Un coup d'œil à l'horloge indiqua 14h30, l'heure convenue pour l'arrivée de Maître Laurent. Bientôt, un coup poli à la porte annonça sa présence. Vêtu avec élégance d'un costume gris, le poids des années se lisait sur les traits de son visage, mais pas dans son regard perçant, il entra avec un signe de tête respectueux. « Te revoir après tout ce temps est à la fois un honneur et une surprise », admit-il chaleureusement. Madame Claire déposa délicatement le thé fumant sur la table. « Il y a des choses à régler, Maître Laurent, dit-elle avec une détermination tranquille. Les procédures, les comptes de la Fondation, les dossiers de l'ancienne société, sont-ils toujours actifs ? » Il sortit des dossiers de sa serviette et ajusta ses lunettes. « Oui, tout reste à votre nom. Claire Tissu-Quévois ne peut opérer sans votre autorisation. De plus, les actifs de la Fondation ont augmenté, immobilisés en devises étrangères. Aujourd'hui, ils valent environ 90 millions de livres. » Madame Claire baissa les yeux, absorbant le poids de ces chiffres.
L'argent n'avait jamais été son objectif, mais maintenant, il lui semblait une revendication silencieuse ou une juste reconnaissance de ses sacrifices passés. J'ai l'intention d'officialiser ces documents, de récupérer certaines propriétés à mon nom et éventuellement de créer une nouvelle fondation, a-t-elle déclaré doucement. Sans hésiter, Maître Laurent lui a assuré, quelle que soit votre décision, Claire madame, je vous soutiendrai. Il n'est jamais trop tard pour que justice soit rendue. L'espace d'un instant, un léger sourire éclaira ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de victoire ou de vengeance, mais le profond soulagement d'une femme qui avait enfin déposé les lourds fardeaux de son passé. Pourtant, à Lyon, la véritable histoire restait cachée. Ni Julien ni Sophie ne comprenaient la profondeur de ce qui se déroulait. Pour eux, elle n'était encore qu'une simple femme de la campagne. Mais bientôt, Madame Claire allait réapparaître avec une nouvelle identité, un nouveau but, son nom, Monsieur Trenet. Madame Claire arriva vêtue simplement. Elle prit place tout au fond de la salle, une brassée de fleurs à la main. Elle serra la main de la famille de Sophie, qui, pour eux, n'était qu'une vieille dame de la campagne. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle attendait à la gare routière de Lyon pour rentrer chez elle, elle serra son sac contre elle. La tête appuyée contre la vitre froide, aucune larme ne coula, pourtant, quelque chose au fond de son cœur se brisa pour la première fois. Cette fissure silencieuse s'élargissait à chaque jour passé loin de chez elle, se transformant en un vide profond. Julien appelait rarement, et quand il le faisait, ses mots étaient brefs et lourds d'épuisement. La phrase « Maman, je suis débordée, je te rappelle plus tard » était devenue un refrain récurrent. Madame Claire ne lui en voulait pas, mais elle attendait. Chaque après-midi, elle s'asseyait près de la fenêtre, une tasse de thé à la main, le téléphone posé à proximité. Les jours où aucun appel ne venait, elle levait les yeux au ciel et priait en silence. Quand l'hiver s'installa, la neige coupa les chemins du village. Les voisins veillaient les uns sur les autres et dégageaient les sentiers, mais rares étaient ceux qui s'aventuraient jusqu'à la maison de Madame Claire. Elle chérissait le silence, mais ce silence n'apportait plus la paix, il était chargé d'une subtile tristesse. Un matin, alors qu'elle faisait ses courses sur la place du village, elle reçut un message sur son téléphone, « Maman, Sophie est enceinte. C'est encore tôt et c'est un moment délicat. Le médecin a prescrit un repos complet. Nous préférons ne pas être dérangés pendant quelques semaines. Merci de votre compréhension. Nous vous aimons. » Madame Claire lut le message encore et encore, retirant et remettant ses lunettes, cherchant le sens caché de chaque ligne. Au lieu de cela, elle trouva une distance polie. Plus tard dans la journée, alors qu'elle coupait du bois pour le poêle, sa hache frappa la bûche avec plus de force. Son visage resta calme, mais intérieurement, le trouble bouillonnait. Une semaine plus tard, elle se préparait pour un voyage en ville, portant un petit panier rempli de confitures de pommes maison, de rouleaux de pâte aux noix, de basilic séché et d'un petit oreiller qu'elle avait cousu elle-même, un signe de bénédiction pour l'enfant à naître. Quand le bus arriva à Lyon, l'air était froid, mais sans neige. La ville lui semblait encore étrangère, mais un sourire effleura ses lèvres. « Je vais voir mon fils », pensa-t-elle en montant dans le minibus en direction de son adresse. Elle la connaissait par cœur. L'immeuble de Julien était grand, imposant et bien gardé. Le gardien l'aida à monter l'escalier. Lorsqu'elle sonna, Sophie ouvrit, vêtue d'une simple robe de chambre, sans maquillage mais élégante. Elle s'arrêta en voyant Madame Claire, son regard se porta sur le panier avant de froncer légèrement les sourcils. « Maman, tu aurais pu me prévenir, » dit Sophie. « L'appartement est un peu en désordre. On attend des invités demain. Ce n'est pas vraiment le bon moment. » Madame Claire hésita, mais sourit doucement. « Je voulais juste passer un peu de temps. J'ai apporté du pestil de noix, tu sais que Sophie aimait ça, dit-elle doucement. » Sophie ne dit rien, mais ouvrit un peu plus grand la porte. « Entrez, mais on ne restera pas longtemps, d'accord ? J'ai un peu mal à la tête. » À l'intérieur, le salon était bien rangé, mais un froid glacial flottait dans l'air que ni la chaleur ni la gentillesse ne parvenaient à dissiper. Madame Claire était assise tranquillement sur un canapé d'angle, posant le panier à côté d'elle et croisant les mains sur ses genoux. Julien arriva quelques minutes plus tard, en tenue de travail, défaisant sa cravate et ôtant ses chaussures. « Maman, c'est toi ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» demanda-t-il, une pointe de tension dans la voix. Madame Claire baissa la tête. « Tu m'as manqué, mon fils. » Julien ne s'assit pas à côté d'elle, mais alla à la cuisine chercher un verre d'eau. Pensif, il dit, « Sophie est fragile en ce moment.
Les premiers mois sont toujours risqués. Elle a besoin de repos. Et puis, nous attendons des invités. Tu pourrais peut-être te reposer au village, chère maman. Quelque chose se brisa en Madame Claire, mais son visage ne trahissait aucune émotion. Elle hocha simplement la tête. D'accord, mon enfant, comme tu veux. Sophie l'accompagna jusqu'à la porte, prit son manteau et lui tendit son sac. Si tu veux, je peux t'emmener à la gare routière, proposa-t-elle, mais aucune tasse de thé ne lui fut servie. Personne ne demanda si Madame Claire avait faim. Bien que ce ne fût pas encore le soir, la maison était déjà lourde de la pénombre. En partant, Julien dit simplement « Prends soin de toi, maman ». Son visage fatigué trahissait une pointe d'hésitation. Sophie appela un taxi. Ils roulèrent en silence dans l'ascenseur. Madame Claire regardait tranquillement par la fenêtre. Le taxi arriva, elle prit le panier sur ses genoux et monta à bord. Sophie referma la porte derrière elle, puis fit volte-face et rentra dans le bâtiment. Tandis que le taxi s'éloignait, Madame Claire avait les yeux secs, mais ses doigts serraient plus fort la poignée du panier. Certaines larmes ne coulent plus, certaines blessures ne trouvent refuge dans les mots. Assise seule dans sa chambre ce soir-là, Madame Claire pensa, alors, c'est aussi une épreuve. Mais maintenant, ça suffit. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons de soleil perçaient les rideaux de la petite pièce, elle résolut de laisser le passé derrière elle et de retrouver sa véritable identité. Dès lors, ni le mot « mère » prononcé par un enfant, ni des années de sacrifice ne purent la rattacher à ce qu'elle avait été. Elle avait choisi le silence toute sa vie. Mais le silence n'est pas toujours synonyme d'absence de son, c'est parfois une façon de crier sans élever la voix. Son premier geste fut d'appeler son ancien avocat, Maître Laurent. « Je veux tourner la page », dit-elle fermement, mais cette fois, pas en tant que Clermont-Clair. Désormais, déclara-t-elle, je suis bien Madame Trenet. Maître Laurent marqua une brève pause au téléphone. Madame Trenet, vous avez utilisé ce nom pour vos transactions à l'étranger il y a des années. Il est toujours valable. Si vous le souhaitez, nous pouvons tout transférer sous ce nom. Oui, répondit-elle. Alors plus personne ne me reconnaît, mais je reconnais tout le monde. Une semaine plus tard, elle emménageait dans un appartement modeste mais élégant, entouré de verdure, dans un quartier calme de Lyon. L'appartement était équilibré, ni luxueux ni simple. Elle le meubla simplement, ne demandant qu'un coin thé, une petite bibliothèque et un vieux bureau en noyer. Madame Claire n'était pas seule. À ses côtés se trouvait Monsieur Bernard, son ancien agent de sécurité, aujourd'hui retraité dans une petite ferme. Fidèle depuis des années, il lui servait à la fois de chauffeur et d'assistant. Il y avait aussi Madame Hélène, une trentenaire muette, extrêmement compétente, qui s'occupait de toutes les tâches ménagères. Le silence convenait mieux à Madame Claire, ceux qui parlent peu jugent rarement. Sa première démarche importante fut de récupérer le titre de propriété de la maison du village. Par commodité, elle l'avait enregistré au nom de Julien des années auparavant. Elle voulait maintenant le récupérer, mais sans conflit, dans le calme et la légalité. Maître Laurent engagea la procédure. Les anciens documents, examinés au cadastre, révélèrent la vérité, la maison, entièrement construite grâce aux efforts de Madame Claire, fut réaffectée à son nouveau nom, Trenedier. Le même jour, la porte d'entrée a été remplacée et une nouvelle plaque apposée, Villa Monsieur Trenet, un endroit loin de l'agitation, où l'on vit en toute conscience. Les anciens voisins du village entendirent ce nouveau nom pour la première fois et se demandèrent à voix haute, qui était ce Monsieur Trenet. Personne ne put répondre clairement. Madame Claire avait adopté une nouvelle identité, portant non seulement le respect qu'elle méritait mais aussi le pouvoir de l'invisibilité. Pendant ce temps, à Lyon, Sophie passait des nuits blanches, hantée par le souvenir de sa rencontre à l'agence immobilière. Les yeux de la vieille femme refusaient de quitter son esprit. Un soir, alors que j'étais assis au pied de Julien, le sujet a fait surface. « Julien, j'ai rencontré une femme au bureau aujourd'hui. Ses yeux étaient comme les tiens, mais ce qui m'a le plus troublé, c'est ce qu'elle a dit. » Sans lever les yeux, Julien répondit, « Qui était-elle ? » Elle s'appelait Monsieur Trenet, je crois. Mais il y avait quelque chose d'étrangement familier chez elle. Le regard dans ses yeux était comme si elle t'avait mis au monde. Ces paroles firent frissonner Julien. Un malaise longtemps enfoui s'éveilla en lui. Lui aussi avait remarqué des anomalies récentes, la récupération inattendue du titre de propriété de la maison du village, des blocages inexpliqués sur ses comptes bancaires et la réapparition des noms d'investisseurs inconnus dans divers projets. Le lendemain matin,
Julien commença discrètement ses recherches sur Monsieur Trenet. Il ne trouva pas grand-chose en ligne, mais des contacts dans l'immobilier laissaient entendre des rumeurs. Cette femme était puissante, mais son passé était trouble. Elle avait disparu des années auparavant en Anatolie. Un froid glacial fondit dans le cœur de Julien, remplacé par une étrange chaleur. Quelque chose clochait, mais il ne comprenait pas encore quoi. La femme qu'il avait connue comme sa mère était désormais bien plus que cela. Le passé revenait, mais il ne raisonnait plus avec le présent. Julien ne parvenait plus à dormir paisiblement. Même les yeux fermés, il revoyait le regard de la vieille femme, si familier, si profond, comme celui d'une femme qui le réconfortait enfant. Mais elle ne pouvait pas être sa mère. C'était impossible. Il a cherché le nom de Monsieur Trenet encore et encore, pas de biographie, pas de médias sociaux, pas de photos. Seulement des mentions dans des documents d'entreprise, des projets immobiliers et des virements bancaires toujours liés à des investissements majeurs et à des affaires privées. Mais chaque document portait une trace désormais indubitable pour Julien. Un soir, il se rendit au village pour fouiller le vieux coffre-fort de sa mère. La porte avait été remplacée et sécurisée par de nouveaux systèmes. « Monsieur, c'est désormais une propriété privée », lui dit le gardien. Ses yeux se remplirent de larmes. Être renvoyé de la maison où il a grandi était une cruelle ironie de la vie. Mais il n'a pas abandonné. À l'épicerie du village, un vieil ami murmura, « Julien. J'ai vu la femme qui a acheté la maison un jour. » Tout le monde la salua avec respect, mais personne ne savait qui elle était, une inconnue, et pourtant étrangement familière. À ce moment-là, les doutes de Julien devinrent plus forts. Et si sa mère n'avait jamais été pauvre? Et si toute leur vie n'était qu'une scène où elle ne montrait que ce qu'elle voulait? Pendant ce temps, Madame Claire était assise tranquillement sur sa véranda, contemplant le chemin devant elle. Ce matin-là, un vieux carnet à la main, elle contemplait le paysage paisible du lac. Madame Hélène apportait discrètement son café, tandis que Monsieur Bernard s'occupait des fleurs du jardin. Dehors, tout semblait calme et immobile, mais à l'intérieur, un important travail de préparation se déroulait. Quelques jours plus tôt, Maître Laurent, l'avocat de la famille, lui avait conseillé « Madame, vous avez encore de l'influence au sein du conseil d'administration de la holding. Si vous le souhaitez, nous pouvons utiliser votre nom pour la soirée de lancement. » Madame Claire réfléchit un long moment avant de secouer doucement la tête. « Pas mon nom, dit-elle fermement, juste ma présence. Je ne veux pas parler, je veux qu'ils comprennent que même le silence peut exprimer bien plus que des mots. » Maître Laurent n'y vit pas une stratégie calculée, mais plutôt une leçon, et celle-ci approchait à grands pas. Cette semaine-là, une soirée de lancement était organisée dans un hôtel de luxe pour un important projet immobilier mené par Bazac Immobilier. Comme prévu, Sophie devait en être la porte-parole experte. Lorsque Sophie prit le micro, une tension familière se lut dans son regard. Ces dernières semaines, elle avait ressenti le poids des regards condescendants au bureau. Certains clients murmuraient « Vous vous souvenez de cette femme ? Celle d'aujourd'hui. » Ils oubliaient qu'elle avait été conseillère principale du cabinet. Ce soir, cependant, Sophie peinait à garder son sang-froid. Alors que la présentation du projet illuminait le grand écran, la porte de la salle s'ouvrit doucement. Le silence régnait dans la foule. Sous un éclairage tamisé, une femme entra, vêtue d'une robe sombre mais élégante, les cheveux soigneusement attachés en chignon et les mains gantées. Derrière elle marchaient deux hommes, Monsieur Bernard et Maître Laurent. Sophie serra le micro, les doigts engourdis par l'émotion. Les larmes menaçaient de couler, mais elle déglutit difficilement et continua. La femme se dirigea délibérément vers l'avant et prit place à la table VIP. Elle ne dit mot, mais sa présence emplit la salle de questions silencieuses. À la fin de la présentation, Sophie, les yeux baignés de larmes, s'approcha d'elle avec douceur. « De rien, madame, dit-elle d'une voix tremblante. Avez-vous une invitation ? » Maître Laurent intervint doucement, déposant sur la table une enveloppe étiquetée en lettres d'or, investisseur principal, invité d'honneur. Sophie recula, les lèvres sèches, tandis que des murmures parcouraient la foule. Madame Claire baissa la tête, sans rien dire. À partir de ce moment, la ville bourdonna de spéculations. Qui était cette femme mystérieuse? Autrefois, son propre fils l'aurait repoussée. Maintenant, d'un simple regard, elle ouvrait toutes les portes. Ce soir-là, Julien regarda la vidéo de lancement sur les réseaux sociaux. Il marqua une pause, zoomant sur le visage de la femme, ses traits délicats, ses mains fermes, ses yeux qui lui transperçaient l'âme.
La vérité glaciale le transperça au cœur. C'était sa mère. Julien n'arrivait pas à dormir. L'image persistait, gravée au plus profond de son esprit. Malgré tous ses dénis, l'indéniable vérité le frappait, la vieille femme qu'il avait autrefois considérée comme une simple paysanne était bien sa mère, celle-là même dont il avait claqué la porte au moment où elle avait le plus besoin de lui. Être un fils était plus que biologique, parfois, c'était tissé dans les souvenirs silencieux, la compréhension tacite, les tendres moments partagés sans mots. Mais pour Julien, ce moment était passé. Il sortit sur le balcon, le vent froid lui ébouriffant les cheveux tandis que les bruits lointains de la ville bourdonnaient autour de lui. À l'intérieur, Sophie était assise seule dans le salon, revoyant la soirée de lancement en boucle, furieuse de l'humiliation infligée à son honneur. « Qu'est-ce qu'il m'a fait subir, devant tout ce monde ? Julien ? Il m'a regardé dans les yeux pendant des années, faisant semblant d'être pauvre, nous trompant tous. » Pourtant, Julien n'entendait plus ses paroles. Sa voix intérieure le rongeait sans relâche. « Que ai-je fait ? Elle n'a pas caché une fortune. Elle m'a caché. Elle l'avait élevé, lui avait donné la vie, et il l'avait oublié. » Pourtant, cette confession silencieuse restait enfouie au plus profond de lui. Dans ces moments-là, une âme fragile ne peut prendre de décisions judicieuses. Et cette nuit-là, Julien fit le mauvais choix. À 2h01 du matin, fatigué et débraillé, il activa l'appareil photo de son téléphone. Le visage fatigué, les yeux gonflés, les cheveux en bataille, il s'adressait directement au monde. « Bonjour mes amis. Aujourd'hui, j'adresse mon dernier message. Je suis un enfant abandonné par ma mère biologique. J'ai grandi pauvre et mal aimé. Aujourd'hui, ma mère est devenue riche, mais elle fait comme si je n'existais pas. » Les larmes coulaient à flot tandis qu'il parlait entre deux sanglots. Ma femme est enceinte. Je n'ai pas de travail. Nous avons du mal à joindre les deux bouts. Ma mère m'a tourné le dos. Elle vivait autrefois dans un village. Aujourd'hui, elle investit des millions. Je porte encore les cicatrices de ces années à survivre au pain sec. Son intervention en direct fut brève mais percutante. Les commentaires affluèrent aussitôt. « Y a-t-il encore des mères comme ça ? Que Dieu te donne la force, mon frère. Nous sommes à tes côtés. » Sa mère vit dans le luxe pendant qu'il pleure ici. À la fin de l'émission, Julien avait lancé une campagne de dons pour construire un avenir pour son enfant à naître. En quelques heures, des milliers de personnes avaient contribué. À son réveil, Julien a reçu des centaines de messages de soutien, et son histoire émouvante s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. Pourtant, un succès bâti sur des bases fragiles finit inévitablement par s'effondrer. Ce matin-là, tandis que Madame Claire sirotait son thé, Monsieur Bernard entra, téléphone à la main. « Madame, il faut absolument que vous voyiez ça. » Il lui tendit l'écran, où passait en direct le récit de Julien, ses larmes, son histoire d'abandon. L'expression de Madame Claire resta figée, pas de tressaillement, pas de froncement de sourcils, le regard perdu dans le vide. Elle respira profondément et baissa la tête. Madame Hélène, debout dans l'embrasure de la cuisine, observait en silence, comprenant peu à peu. Madame Claire passa la journée seule, se retirant dans sa chambre où elle ouvrit un coffre en noyer. À l'intérieur se trouvaient des enveloppes soigneusement conservées, des reçus, des dossiers scolaires, des rapports médicaux, des justificatifs de virements bancaires, autant de témoignages du dévouement maternel. Factures d'hôpital liées à la pneumonie infantile de Julien, reçus de frais de scolarité universitaire, paiement de loyer, bourse, le tout méticuleusement documenté. Même une lettre de remerciement que Julien avait enfin écrite. Madame Claire a appelé Monsieur Samy pour numériser les archives. « Je ne garderai plus ce secret », a-t-elle déclaré. « Je ne parlerai pas. Je ne dirai que la vérité. » Le lendemain matin, un message discret est apparu sur les réseaux sociaux. « Je ne l'ai pas mis au monde par le sang, mais je l'ai élevé avec mon cœur. » Elle détaillait chaque centime, chaque nuit blanche, chaque visite à l'hôpital. Le message se terminait par un lien vers une archive de 15 pages, dossiers scolaires, contrats de logement, reçus médicaux, chacune portant le nom de Madame Claire et relatant les années de silence de Julien. La publication est rapidement devenue virale. Des milliers de personnes ont afflué dans les commentaires. « Honte à un tel fils. Cette femme t'a tout donné, et tu pleures encore. » C'est le véritable amour maternel. L'émission de Julien ne semblait plus tragique, mais une mise en scène. Les commentaires se sont faits plus virulents. Il se promène en mendiant, sans voir la sueur couler sur le front de sa mère.
Julien resta figé devant l'écran. Sophie resta silencieuse, et pour la première fois, son regard exprimait non pas la colère, mais la honte. Julien comprit enfin, la force d'une mère réside souvent dans le silence. Même quand elle ne parle pas, la vérité parle haut et fort. La ville était grise et froide, le ciel annonçant une tempête de neige imminente. Pourtant, ce matin-là, la démarche assurée d'une femme sortant d'une voiture noire devant le palais de justice de Lyon rendait même le froid mordant de l'hiver insignifiant. Elle redressa les épaules et s'avança avec une grâce déterminée, serrant contre elle un simple dossier marron. Madame Cléroux, comme on l'appelait désormais, franchit le seuil du palais de justice pour la première fois depuis des années de silence. Ce n'était pas un règlement de compte, mais un rappel. Elle n'avait fait aucune promesse à son fils, seulement à elle-même. Le véritable amour ne peut être terni par la calomnie. Son avocat, Maître Laurent, l'attendait avec un mélange de respect et d'hésitation. Madame, la plainte a été déposée. Ils ont présenté un dossier en 4 chefs d'accusation, information publique, diffamation, exploitation illégale des réseaux sociaux et atteinte à la réputation personnelle. Tout le procès était préparé. Madame Claire restait silencieuse. À ce moment-là, Julien arriva, échevelé et épuisé, accompagné de son avocat. Son regard était fixé sur une bouteille d'eau en entrant, évitant le regard de sa mère. Elle était assise, droite, sereine, le regard perdu au-delà de la salle d'audience. Ni colère, ni douleur, seulement le calme de l'acceptation. L'audience a commencé. Le juge a lu le dossier à voix haute. Julien Caron était accusé d'avoir induit le public en erreur, d'avoir collecté illégalement des dons sur les réseaux sociaux, d'avoir délibérément diffamé sa mère adoptive et d'avoir profité de sa condition de victime. L'avocat de Julien a immédiatement réagi. « Votre honneur, mon client souffre d'une grave dépression. Sa femme est enceinte et il rencontre des difficultés financières. La publication a été faite sous l'effet d'une détresse émotionnelle, et non par malveillance. » Le juge a examiné les preuves, frais de scolarité, factures d'hôpital, reçus de fournitures scolaires, tous payés par Madame Claire au fil des ans. Maître Laurent s'est levé et s'est adressé à la cour. « Votre honneur, ma cliente n'est pas la mère biologique de Monsieur Julien. Elle l'a adopté à l'âge de 3 ans et a consacré sa vie à son bien-être. Son soutien indéfectible est amplement documenté. Elle n'a jamais cherché à être remerciée, mais aujourd'hui, elle doit défendre son dévouement contre les mensonges. » Un profond silence emplit la salle. Le juge se tourna vers Julien. « Souhaitez-vous prendre la parole ?» Julien se leva, les lèvres tremblantes, les mains jointes nerveusement. « Je l'aimais profondément, mais je l'exprimais mal. Elle m'a élevé, mais je n'ai pas été à la hauteur. Je me suis tu, puis j'ai crié, puis je l'ai blessée. J'aurais voulu m'excuser, mais l'orgueil m'en a empêché. Je me suis caché derrière des mensonges. » Des larmes emplirent ses yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais plutôt de vide. Madame Claire se tenait là, regardant son fils sans tristesse ni haine. Son expression était lasse mais résolue. « Je t'ai donné naissance avec mon cœur, Julien. Mais aujourd'hui, je t'ai laissé partir. Quand l'amour devient une supplique, il cesse d'être de l'amour. » Elle se détourna et s'assit. Le silence enveloppa la pièce. Le verdict a suivi. Julien Caron a été condamné à rembourser les sommes collectées sur les réseaux sociaux, à verser des dommages et intérêts pour diffamation et à s'abstenir de parler publiquement de sa mère. De plus, Madame Claire a été rétablie dans ses droits sur sa maison de village. En quittant la salle d'audience, Madame Claire resta muette. Monsieur Bernard la conduisit silencieusement jusqu'à la voiture. Elle regarda par la fenêtre, serrant contre elle un petit mouchoir jaune, celui-là même qu'elle avait utilisé lorsque Julien s'était écorché le genou, enfant. Ce mouchoir ne symbolisait plus un genou écorché mais un cœur blessé. Elle murmura doucement, « Que Dieu me pardonne. Mais je ne chercherai plus le pardon, car parfois, pardonner revient à rouvrir la même blessure sans fin. » Fin mars, le ciel s'est éclairci. La neige s'est retirée des montagnes et les eaux de fonte se sont infiltrées dans la terre. Le printemps a non seulement dévoilé les arbres mais a également levé les voiles sur les cœurs. Dans le jardin arrière du vieux manoir, accroupie à côté d'un petit pin pâle, des lunettes perchées sur le nez et un coussin sous les genoux, elle peignait soigneusement une inscription sur la pierre avec un pinceau délicat. « Madame » murmura-t-elle doucement. Cette brève phrase portait le poids d'une vie. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Une fois terminée, elle se tenait debout, les mains tachées de terre, le visage clair et serein. Pour la première fois,
elle avait l'impression d'avoir renoncé à toute une vie de souffrance. Ce jour-là, la maison était paisible. Madame Hélène préparait du thé et un doux morceau de musique classique turque passait à la radio, Another Rose in Bud, une chanson que Claire adorait dans sa jeunesse. Maintenant, cela n'inspirait plus de tristesse, mais un sourire doux et familier. On ne l'appelait plus mère, mais pour la première fois, ce titre ne lui manquait pas. Car l'identité la plus sacrée d'une femme n'est pas ce que les autres lui donnent, mais ce qu'elle porte en elle. Sur une étagère en bois, elle n'exposait que 4 photographies, une du marché où elle vendait des légumes, un cliché en noir et blanc d'elle en train de rire avec Monsieur Bernard, une image d'elle en train de planter des semis dans le jardin et enfin, une photo d'elle en train de peindre au bord du lac. Il ne restait plus aucune trace de Julien ou de Sophie, pas même une pierre de la tombe de Mathieu sur le mur. Car les morts sont enterrés, mais la douleur ne guérit que lorsqu'elle est acceptée. Un matin, le facteur a laissé une enveloppe à la porte. Les yeux de Madame Hélène s'embuèrent tandis qu'elle le portait à l'intérieur. Le nom sur l'enveloppe était familier, Julien Caron. Madame Claire l'emporta silencieusement dans sa chambre, le posant non ouvert sur la table. Toute la journée, elle l'a laissé intact. Ce soir-là, à la lueur des bougies, elle ouvrit enfin l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un seul message. « Maman, je ne t'ai jamais donné l'amour que tu méritais, mais je me souviendrai toujours de toi avec une dette éternelle. Même si tu ne me pardonnes jamais, tu continues à vivre dans tout ce que je vis. » Madame Claire ferma les yeux, sans aucune douleur ni lourdeur dans son cœur, seulement un profond sentiment d'accomplissement. Elle plia soigneusement la lettre, sans donner de réponse, car parfois les réponses les plus vraies se trouvent dans le silence. Cette nuit-là, elle était assise sur la véranda au bord du lac, une tasse de thé vert lui réchauffant les mains. À l'intérieur, Madame Hélène tricotait tranquillement. Monsieur Bernard devait bientôt revenir de son voyage. La lune brillait doucement sur l'eau et un vent doux agitait les mèches blanches de ses cheveux. À ce moment-là, le poids du passé commença à se dissoudre sous l'ombre d'un vieux platane. Elle a compris que ce qui semblait autrefois être de la solitude était en fait de la liberté. Ce qu'elle avait pris pour une perte, ce silence était en réalité une forme de guérison. Même la douleur d'avoir aimé la mauvaise personne pendant des années l'avait aidée à grandir. Le lendemain matin, elle a préparé un petit sac et s'est rendue au marché aux fleurs. Là, elle choisit un bouquet de marguerites, quelques herbes et du jasmin délicat. De retour à la maison, elle a déposé les fleurs sur la table du salon avec un petit mot, peu importe à qui elles sont destinées, une fleur guérit toujours. Puis elle a sorti une toile et un pinceau neuf. Sur la surface vierge, elle a peint un vaste ciel, puis un petit banc en dessous. Sur le banc était assise une femme seule, vue de dos. C'est peut-être son premier et dernier autoportrait, elle a laissé le visage invisible, pas besoin de déclarer qui elle était. Elle était simplement une femme de silence, de temps et de renaissance. Une femme qui n'avait plus besoin de révéler les montagnes qu'elle portait en elle. Ce jour-là, elle écrit dans son carnet, « Ce qui a fait de moi une mère, ce n'est pas la voix d'un enfant, mais le fait de faire la paix avec moi-même. »